seulement vous avez réussi à gérer des sociétés nationales de manière commerciale et ainsi pouvoir donner confiance à des institutions comme les nôtres, à investir dans des institutions qui sont détenues majoritairement par l'État, ce que nous ne faisions pas par le passé. Et je dois vous dire quelque chose de très précis. Quand j'ai pris la tête de la SFI il y a quelques années, nous ne faisions pas de prêts aux entreprises publiques. C'est quelque chose que nous évitions parce que nous ne considérions pas qu'il y avait une gestion commerciale de ces entreprises. Nous avons changé nos politiques et nous le faisons maintenant sur la base de la confiance que nous avons dans la gestion de ces entreprises publiques. Et un cas pour nous est l'OCP, qui est un de nos plus gros clients en Afrique, avec lequel nous travaillons de manière extrêmement rapprochée. Deuxième leçon du Maroc, c'est qu'il faut avoir des projets qui sont d'une certaine taille pour pouvoir attirer les capitaux étrangers. Et je crois que tout ce qui a été fait à travers Tangemed et autres initiatives vont dans ce sens. Ils nous permettent d'aller sur les marchés de capitaux et mobiliser les ressources à long terme dont l'Afrique a besoin. Je vous donne un exemple. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le Private Sector Investment Lab sous la présidence de notre président Aigboje. Et une des choses que les investisseurs nous disent, quand nous avons des actifs de moins de 1 milliard, ça ne nous intéresse pas. Quand vous parlez à BlackRock, quand vous parlez à toutes ces personnes, ils vous disent qu'il nous faut des asset classes d'un certain volume pour qu'on puisse pouvoir investir dans nos pays et avoir des ressources à long terme. Je crois que le message d'Amir sur la nécessité d'avoir un marché africain qui soit uni et qui puisse créer des asset classes qui soient intéressants pour le marché financier est un message très fort. Donc je pense qu'aujourd'hui, un défi, le premier, c'est l'interopérabilité de la bourse des valeurs mobilières. Sans interopérabilité de la bourse des valeurs mobilières, il sera très difficile de mobiliser l'épargne sur le continent. Nous continuerons à le faire de manière segmentée, par silo, et nous ne pourrons pas mobiliser l'épargne que nous voulons. Donc, premier défi. Second défi, c'est s'assurer que vraiment l'environnement des affaires, non pas sur le papier, mais en réalité, est favorable au secteur privé. Dans beaucoup de nos pays, les lois sont là, les règlements sont là, mais l'application fait défaut. Et je crois que cette rencontre aujourd'hui nous permettra d'avoir des discussions franches sur ces questions, informer les décideurs publics et leur donner un retour, de feedback, pour leur demander de veiller à l'application de certaines règles avec une plus grande transparence et permettre aux institutionnels d'investir, au secteur privé d'investir et de mobiliser des ressources. Ceci, en conclusion, est l'objectif de la nouvelle stratégie AFC, qui s'appelle AFC 2030, ou AFC 2030. L'année dernière, la SFI a réalisé un chiffre d'affaires total sur ses propres ressources propres, mais aussi en mobilisation, de 74 milliards de dollars. Nous avons doublé en 3 ans nos engagements annuels à travers le monde, mais aussi en Afrique, où nous avons dépassé la barre des 15 milliards. Ceci est important, mais nous l'avons fait essentiellement à travers la dette, à travers le financement du trade financing et autres instruments. Nous voulons prendre un pas plus important dans la mobilisation des ressources. Nous allons investir beaucoup plus dans equity, parce que la plupart des entreprises africaines ont besoin de plus d'equity. Nous avons une demande énorme et je voudrais lancer un message ici pour que vous, banquiers, vous puissiez mettre à notre disposition l'information nécessaire pour nous permettre d'investir en equity chez certains de vos clients qui sont des clients de qualité et qui pourraient bénéficier de plus d'equity pour pouvoir avoir la croissance qu'il faut. Donc c'est un message aux banquiers ici présents pour que nous puissions travailler ensemble pour faire plus d'equity. La seconde chose, c'est que nous faisons de plus en plus de prêts en monnaie locale. Aujourd'hui, 30% de ce que la SFI fait est en monnaie locale. Nous allons continuer à le faire. Nous avons commencé à travailler avec les banques centrales. Je voudrais remercier le gouverneur qui a été un des leaders dans ce domaine, dans son travail avec la SFI. Et nous travaillons aussi avec les banques commerciales. Beaucoup de banques commerciales ont besoin de ressources en dollars et ont des dépôts en monnaie locale importants. Nous sommes en train de discuter avec certaines banques pour qu'elles puissent nous donner accès à une ligne de crédit en monnaie locale, que nous leur donnions des ressources en dollars, que nous utilisions
cette ligne de crédit pour investir en equity dans le pays. Donc c'est ce cercle vicieux que nous voulons créer et sur lequel aujourd'hui nous nous fondons pour pouvoir développer notre stratégie. La troisième chose, ce sont les garanties. Tous les investisseurs veulent des garanties et nous avons renforcé notre capacité à générer des garanties à travers ce qu'on appelle Unified Guarantee Platform. Éthiopie, qui était vice-président à MIGA, pourra vous en parler tout à l'heure. Enfin, nous considérons qu'aujourd'hui, tout cela est fait pour aider à la création d'emplois, à créer une croissance résiliente. Et nous avons lancé des initiatives au niveau du groupe de la Banque mondiale. La première est M300. Nous visons à connecter à l'électricité plus de 300 millions d'Africains. La seconde que nous avons lancée récemment est AgriConnect, qui permettra de mobiliser l'épargne et l'investissement pour le secteur productif de l'agriculture. Nous sommes en train de nous pencher sur le financement des entités subnationales, les municipalités et les autres entités. Donc nous sommes en train de développer des initiatives qui permettront de fédérer les efforts que nous faisons tous pour pouvoir participer au développement du continent. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste donner quelques idées de ce que l'ASFI va faire avec vous. Et je remercie du fond du cœur les autorités marocaines pour leur hospitalité, mais aussi pour être la capitale financière du continent, pour avoir vraiment aujourd'hui réussi à être un peu le pont entre le marché des capitaux internationaux et nos bourses des valeurs mobilières africaines. Et si on peut sortir d'ici en disant que nous avons convaincu les dirigeants africains qu'il faudrait une interopérabilité des bourses des valeurs et qu'on puisse permettre aux Guinéens d'investir dans des actifs marocains, aux Marocains d'investir dans des actifs sénégalais, aux Sénégalais d'investir dans des actifs de Zimbabwe, non, de Mozambique, je pense que nous aurons réussi à faire quelque chose de grand. Donc je vous remercie. Je voulais simplement m'éloigner un peu d'un discours formel et vous dire un peu ce que nous faisons tous les jours et ce qu'on pourrait faire ensemble au sortir de cette réunion. Et je profite pour remercier et saluer le gouverneur de la Banque centrale BCAO, qui également travaille avec nous sur ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mactar Diop, pour ce message très clair et ambitieux, et qui me rappelle ce proverbe africain qui dit que la graine que l'on plante aujourd'hui sera l'arbre qui nous protégera demain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur à présent d'appeler une femme d'État remarquable qui porte la voix d'un Maroc audacieux, engagé pour la prospérité de l'Afrique. Merci d'accueillir très chaleureusement son Excellence, Madame Nadia Feta, ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames et messieurs les ministres, Monsieur Abdeltif Chouari, gouverneur de la Banque centrale du Maroc, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de Banque centrale, Monsieur Mokhtar Diop, directeur général de SFI, Monsieur Amir Ben Ahmed, directeur général de Jeune Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs, chères participantes et chers participants, je voudrais, au début de cette allocution, exprimer ma fierté et ma profonde satisfaction face à la victoire décisive remportée par la cause de notre Sahara marocain à travers la résolution historique du Conseil de sécurité qui a consacré l'option de l'autonomie sous souveraineté marocaine comme unique référence pour la résolution de ce différend artificiel. Cette décision a confirmé la légitimité de la position du Maroc, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son discours historique de vendredi soir, en le qualifiant de tournant majeur dans l'histoire contemporaine du Royaume. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie, une grande fierté et un profond sentiment d'appartenance que je me tiens aujourd'hui devant vous heureuse, comme le sont tous les Marocains, des succès diplomatiques et des réussites de développement réalisées par notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve. À cette occasion, nous félicitons Sa Majesté le Roi
Nous nous félicitons nous-mêmes et nous félicitons l'ensemble du peuple marocain de Tanger Al-Gouira qui est sorti tout ce week-end dans la joie, dans la ferveur, célébrant la décision onusienne qui a consacré définitivement la position du Maroc et mis fin à un conflit qui a duré des décennies. Mesdames et messieurs, c'est avec une joie renouvelée et une fierté toute particulière que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de l'AFIS, ici à Casablanca, cette ville carrefour où l'Afrique se pense, où l'Afrique se rêve et se construit. L'an dernier, nous avions lancé un appel à la transformation. Cette année, nous venons en constater la confirmation, celle d'une communauté africaine de la finance plus forte, plus structurée et plus unie. Nous sommes réunis ici, plus de 1200 dirigeants venus de 40 pays, pour écrire ensemble une nouvelle page de notre destin commun, celle d'une Afrique souveraine, confiante et capable de mobiliser son propre capital. Et je suis d'autant plus heureuse d'accueillir parmi nous M. Mokhtar Diop, cher ami et partenaire de longue date du Maroc, dont la présence fidèle témoigne de la profondeur du lien entre notre pays et le groupe Banque mondiale, et particulièrement la SFI, mais surtout de l'engagement constant à faire de l'Afrique un acteur majeur de sa propre destinée. Et je voudrais également remercier M. Abdeltif Jouahri Wali de Banque El Maghrib, dont la présence aujourd'hui parmi nous est éloquente. Vous êtes, Monsieur le Wali, pour nous tous l'incarnation que la finance peut se conjuguer avec l'humanisme et que la volonté et le patriotisme peuvent concilier les chiffres avec le développement. Permettez-moi, avant d'aller plus en avant dans mon propos, de rendre hommage ici au leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dont la vision panafricaine éclaire nos pas. Le souverain nous rappelait récemment, dans les enjeux essentiels en matière de finances africaines, lors de son message du 1er juin 2025 adressé au Forum Mo Ibrahim sur la gouvernance, nous avons l'intime conviction que le financement du développement en Afrique nécessite une action collective, combinant coopération régionale et internationale. Le débat fondamental sur la réforme de l'architecture financière internationale devrait adopter une approche multilatérale impliquant totalement les pays africains qui sont trop souvent marginalisés dans le processus d'élaboration des règles du système monétaire et financier mondial. Cette conviction exprimée par Sa Majesté le Roi résume l'esprit de notre rencontre. La souveraineté financière n'est pas un slogan, c'est une exigence, un devoir collectif, un passage de témoin entre les générations africaines. Ces paroles nous obligent. En effet, l'Afrique ne peut plus être le continent des promesses, mais celui des preuves. Malgré les crises mondiales, les chocs climatiques et les tensions géopolitiques, la croissance africaine reste robuste, autour de 3,8% selon la BAD et 4% selon les FMI pour 2025. Cette performance s'appuie sur des fondamentaux de plus en plus solides, discipline budgétaire, essor des services financiers, montée en puissance du numérique. Et le Maroc, avec humilité mais résolution, participe à cette trajectoire. Notre économie affiche des fondamentaux solides, avec une croissance qui devrait s'établir autour de 4,8% cette année 2025 et 4,6% en 2026. Une inflation qui restera contenue à 1%, merci Monsieur Jouahri, tandis que la trajectoire baissière de notre déficit budgétaire se consolidera davantage. Les réformes fiscales et sociales, la montée en puissance du Fonds Mohammed VI pour l'investissement et la transition énergétique montrent qu'un modèle africain fondé sur la stabilité et l'investissement est possible. Cette performance s'est reflétée récemment par la restauration du statut d'investment grade du Maroc par l'agence Standard & Poor's, illustrant une fois encore la capacité du Royaume à transformer les défis en opportunités et de faire de la résilience un véritable levier de croissance et de développement. Mais la vraie question, mesdames et messieurs, n'est pas la croissance en soi, ou pour le dire de manière plus triviale, la croissance pour la croissance. La vraie question, celle qui conditionne notre avenir et notre stabilité, et comment transformer cette croissance en autonomie et en solidarité. En d'autres termes, comment convertir notre épargne en levier de développement
nos fonds de pension et nos assurances en moteur d'infrastructure. Comme vous le savez, l'Afrique épargne chaque année plus de 500 milliards de dollars, mais moins de 10% ou 20% de cette épargne serait réellement investie sur le continent. C'est là notre paradoxe. Nous disposons du capital, mais il ne circule pas suffisamment et encore moins à l'intérieur du continent. C'est pourquoi nous devons bâtir une finance africaine mieux intégrée, capable de mobiliser ses ressources au service de la transformation, nos ressources propres, notre épargne, nos banques, nos fintechs et nos assurances détiennent les clés du futur. Mais ces instruments restent trop souvent fragmentés, inégaux, cloisonnés. Aujourd'hui encore, 80% des transactions intercontinentales passent par des devises étrangères, ce qui renchérit les coûts et ralentit l'intégration. Des initiatives prometteuses appelées à être amplifiées et soutenues existent cependant pour fluidifier la circulation financière. Le PAPS, le Pan-African Payment and Settlement System, déjà opérationnel dans 16 pays, permet des paiements en monnaie locale et pourrait économiser 5 milliards de dollars par an en frais de conversion. L'African Exchange Linkage Project relie désormais 7 bourses africaines et favorise l'investissement croisé des marchés des capitaux. Et les fintechs africaines, qui pèsent déjà près de 40 milliards de dollars de revenus projetés en 2025, accélèrent l'inclusion financière. Mais pour libérer pleinement ce potentiel, nous devons lever 3 verrous. La confiance. D'abord, la confiance entre États, entre régulateurs, entre investisseurs. Elle suppose des règles lisibles, des marchés profonds et une gouvernance solide. L'interopérabilité, connecter les systèmes, harmoniser les régulations pour fluidifier les capitaux. Et enfin, l'audace, celle de concevoir des outils africains pour l'Afrique, fonds d'infrastructure, obligations vertes, titrisation régionale. La souveraineté financière, c'est cela, ne pas se renfermer, mais se coordonner pour exister à armes égales. Mesdames et messieurs, l'Afrique ne cherche pas à s'isoler du monde. Elle ne veut ni ériger des murs, ni se couper des échanges, mais reprendre en main son destin économique. Elle veut pouvoir choisir ses partenaires, peser les règles du jeu, dans le jeu mondial et orienter ses priorités en fonction de ses propres besoins et non plus selon les cycles ou les contraintes dictées d'ailleurs. Cette ambition ne se concrétisera pas par des slogans, mais par la mise en place d'outils concrets capables de soutenir le développement tout en réduisant notre dépendance. Il nous faut, par exemple, des mécanismes africains de garantie capables de diminuer le coût du risque pour nos entrepreneurs, aujourd'hui encore trop souvent évalués selon des grilles extérieures. Dans certaines économies, le coût du capital reste supérieur de 300, voire 400 points de base à la moyenne mondiale. Une anomalie que seule une ingénierie financière panafricaine peut corriger. Nous avons également besoin de pools d'assurance régionaux. Excusez-moi, ça c'est des vieux réflexes, mais j'y tiens. Car nos économies sont exposées à des chocs de plus en plus fréquents, des chocs climatiques, cybernétiques, logistiques. Entre 2014 et 2023, le nombre de catastrophes naturelles en Afrique a augmenté de près de 70%. Et les pertes économiques liées aux cyberattaques ont été multipliées par 4. Ces risques ne peuvent plus être assumés seuls, ils doivent être mutualisés à l'échelle du continent. De même, l'émission d'obligations de développement durable africaines, adossées à nos projets d'énergie, d'eau, d'éducation et d'infrastructure, doit devenir un instrument majeur de souveraineté. En 2024, le volume total d'obligations vertes et sociales émises par les pays africains représentait encore que 2 milliards de dollars, soit moins de 0,5% du marché mondial. Il nous faut franchir un cap et démontrer que la finance durable africaine n'est pas une niche, mais une opportunité globale. Le Maroc, pour sa part, continuera à y contribuer activement par son expérience des partenariats publics-privés, par sa capacité à mobiliser les institutions publiques et privées autour de projets structurants et par un engagement constant en faveur de la solidarité africaine. Nous savons d'expérience qu'une souveraineté financière ne se décrète pas, elle se bâtit patiemment par l'action, par la cohérence et par la confiance. C'est pourquoi je crois profondément qu'il est temps que l'Afrique se dote d'un agenda collectif, un véritable contrat de transformation.
Un agenda de mobilisation d'abord pour orienter les fonds de pension, l'épargne domestique et les capitaux institutionnels vers les investissements productifs. Aujourd'hui, moins de 3% des actifs des fonds africains sont investis dans les infrastructures et nous en avons cruellement besoin. Et elles sont rentables, j'insiste. Un agenda d'intégration ensuite pour que nos marchés de capitaux et nos systèmes de paiement convergent. Et enfin, un agenda de durabilité pour ancrer la finance africaine dans la transition écologique et la justice sociale, car il n'y aura pas de croissance durable sans inclusion, ni de stabilité sans résilience climatique. Mesdames et messieurs, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle doit simplement mobiliser sa propre force, celle de ses institutions, de ses femmes, de ses hommes, de ses jeunes et de son épargne. C'est le sens de ce sommet, transformer notre capital en puissance et notre puissance en souveraineté, comme le disait Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors du discours historique d'Abidjan en 2014. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui ici à Casablanca, une ville carrefour, à l'image d'une Afrique qui relie, qui intègre et qui agit. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Une Afrique qui agit, qui a confiance en ses capacités, et j'ai envie d'ajouter que impossible n'est pas africain. Merci beaucoup. Alors, place à présent à notre tout premier panel, et pour animer cette discussion, j'ai le plaisir de laisser le micro à une entrepreneuse engagée. Elle est modératrice internationale et contribue à faire porter la voix du continent, de Casablanca à Dubaï, en passant par Abidjan. Merci de bien vouloir accueillir à présent Manal Bernoussi. Merci, chère Anne-Marie. Merci infiniment. On vous retrouvera tout à l'heure. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is such a pleasure to be with you to open this year's conversations with a topic that goes straight to the heart of Africa's economic future. Our opening panel is titled, Africa does not need saving, it needs its own savings. We will be talking about unlocking domestic capital for a future we own. As the African Development Bank highlights in its 2025 economic outlook, external dependency is not a good development strategy. Despite last year's surge in FDI, the global context is a wake-up call. Aid cuts, rising tariffs, and geopolitical uncertainty are pushing Africa to look inward. Because the truth is, the continent already holds trillions in untapped domestic capital, in pension funds, in sovereign wealth vehicles, in insurance assets, commercial banks, fintech platforms, and foreign exchange reserves. So the real question is, how can Africa leverage its vast domestic pool of capital to close its financing gap and invest more in MSMEs, energy, and digital innovation? This is what we'll be unpacking together this morning with an exceptional lineup of leaders. So please join me in welcoming back on stage Her Excellency Nadia Ftah, Minister of Economy and Finance, Kingdom of Morocco. We are pleased to have with us this morning Mr. Ethiopis Tafara, Regional Vice President, Africa, International Finance Corporation. It is such a pleasure to have among us this morning Mr. Aigboje Aig-Imoukhuede, Chairman, Access Holdings and Coronation Group. It is a pleasure to have with us Mr. Jules Ngankam, Group Chief Executive Officer, African Guarantee Fund. Welcome to you, sir. And last but certainly not least, we are welcoming on stage Mr. Jeremy Owori, Group CEO, EcoBank Transnational. Please give him a round of applause.
Thank you all for joining us today. It's a privilege to have you with us this morning. We have a timer just in front of us, just enough time to go through two quick rounds of questions. So let's dive straight in by framing the challenge and starting with where Africa stands today and what the main bottlenecks are. And I'll start with you, Excellency Minister Nadia Fattah. As you mentioned this morning in your opening remarks, we'd like to zoom in a bit, if we may. So Morocco has taken strong steps to deepen capital markets and promote public-private partnerships. From your perspective, what are the key structural bottlenecks that still prevent domestic capital from being transformed into productive, sustainable investment across the continent? Okay, thank you very much. I've just done my official, I would say, speech. Now I'm going to speak straightforward. And as a lot of ministers of finance and governors in this room, unfortunately, the savings and the money of Africa travel freely to so many other capital, unlike Africans themselves. They don't need, our money don't need visa, and the Africans needs visas. That's sorry. But why? As you mentioned, there is a lot of bottlenecks. Three of them I would like to speak about this morning is maybe scale, the institutional framework, and also the base case that our economy offers. First one is the scale, and I think that Mokhtar just mentioned this $1 billion. And it's the same thing even for African investors. They need a scale, and because the markets are fragmented, if they don't find scale at home, they will look for it elsewhere. And none of our stock markets has more than 100 listed companies. I mentioned some number. We use different currencies. We cannot trade together directly, despite the fact that we have very strong success stories, and Ecobank is one of them. But I think we need this interconnection at scale. Then the institutional framework, and I'm going to say a statement and regret it immediately after. I think that the institutional framework will push much more for the pension funds, the bankers, and the savings to go for the sovereign bonds, and maybe less incentives. I'm not just talking about tax incentives for private money, long-term money, and more risks. So I think that, and there is so many regulators here that maybe should be also looking for regulation that helps this money to be long-term. And then we need, as policymakers, to have, I would say, the house in order, macroeconomic stability, a strong, I would say, processes, and ease the life not only for the financing sector, but also for the business and private sector. Sorry for being long. No, thank you very much. Those are three strong points, Minister, there, and that really is an important reminder of how deepening the markets and governance reforms can make or break investor confidence. Let's turn to you now, Mr. Tafara. So Africa holds significant pool of savings through pension funds, we mentioned it, insurers, sovereign vehicles, yet only a small fraction is invested locally. What are the main barriers that still limit this capital from reaching private sector projects, and how can the financial sector support SMEs and local champions of job creation? So Her Excellency touched upon the principal barriers for this savings finding its way into opportunities and projects in Africa. First, I think we need to look at the set of regulations that govern pension funds, sovereign funds, and the like, and that incentivize them actually to invest outside of Africa as opposed to in Africa. I think that's something that needs to be looked at very, very carefully. But in addition to that, I think we need to look at the depth and liquidity of our capital markets. That's usually where these funds go to buy and trade in securities. And despite the efforts we've made, we don't have enough depth and liquidity in these markets. And a lot of that has to do with the institutional side of things, I would say. You think about it,
a market needs three things, right? It needs a place to trade. It could be the shade of a button tree. It needs, or the virtual space of the internet, or it could be a trading floor. It needs property rights, so you can actually do what you want with what it is you buy. But the most important thing in a market is trust. And that trust comes from having rules in place, but most importantly, you have an institutional setup, a regulator that's independent and that's well-financed, right? And I think that's something we need to spend a little bit more time on, because that's what builds the trust that's going to bring investors to those markets. And then the other, I think, impediment that we face in terms of mobilizing this money, these savings into investments is projects and project preparation. There's not a shortage of money, there's a dearth of bankable projects, and I don't think we spend enough time working on the bankability of projects. Many projects founder are not getting the balance right between the benefits and the risks, between the private sector and the public sector, right? And I think if we spend a little bit more time making sure you get to that equilibrium, you'll see that the money will flow. So on our part, there's a lot of work we need to do to get those projects ready for the kind of investment that these savings are looking for. Thank you. Thank you, sir, for sharing that perspective, especially around the role of trust, which really keeps coming in these discussions. Yes, please. Did you want me to say something about SMEs? Yeah, please. Let's go ahead. With respect to SMEs, there are a number of things that we need to do. Given that 80 to 90% of all jobs are created by SMEs, so it's an important area for us to be financing. There are a number of things we do. We provide risk-sharing facilities to banks to lend to SMEs. But there are two other things I think we need to do. One, I think we need to prepare SMEs for financing. When we talk to financial institutions, frequently their concern is, are these SMEs ready for financing? Look at the way they handle their cash reserves, look at the way they handle an inventory, look at the way they do their accounting. So preparation of SMEs actually will, I think, facilitate financing. But in addition to that, I think we need to look at additional channels of financing to SMEs. Rather than simply relying on banks alone, look at other non-bank financial institutions that take what I call a behavior-based approach to lending, as opposed to an asset-based approach to lending. In other words, their assessments are based on behaviors rather than assets. And I think that actually will lead to a greater flow of lending to SMEs. Thank you. Thank you very much. Mr. Aig-Imoukhuede, over to you now. You have long advocated for greater African capital allocation within Africa. From your experience, what practical mix of enablers could help mobilize pensions, insurance, and sovereign funds toward private sector growth on the continent? Thank you. I think in this discussion, and maybe probably I should set the context. So reports say that Africa has potentially about $4 trillion in African institutions, African households, available for investment. African GDP, as we know, 2.5 trillion, and maybe because of the informal sector, probably larger. I'm firmly of the belief that the market is able to absorb everything that we have today. And perhaps even if after that there is a gap, okay, I don't think the gap is that wide. So clearly the issue is an issue of flow of capital. The capital is available, but it's not being channeled into the opportunities that exist in Africa. So there's a problem with our plumbing. When there's a problem with the plumbing, right, don't look at the pipes, let's look at the plumbers. They're in this room. Who are the plumbers? The leaders in the public sector, the leaders of the financial institutions. What we're not spending enough time on is the plumbers, the mindset of the plumbers to fix the plumbing problem. Now, if you take Japan, for instance, and you think about Japan post-war and this great reconstruction miracle that is spoken about, that was a clear case, very similar to what we have here. And contrary to what people actually think, the domestic capital in Japan was significantly more
than the capital that was mobilized by the US government, however significant it was. And it was channeled into the sectors that would create national wealth, productive wealth for Japan. It requires very deliberate action because when you are in our state seeking to take the next step, it's not really about public markets only. And I think the emphasis should be more about private markets, industrial companies, the SME landscape, real estate at scale. That requires very deliberate policy action. The reason why the capital is not flowing into the African investment opportunity is the normal, people are searching for yield and safety. We need to sit down and de-risk African market investment opportunities at scale. That can only be done by the people in this room. Nobody else can do it. Thank you. Thank you very much. De-risking indeed, that is a strong point. Mr. Jules Ngankam, I want to go back to the SMEs that remain the backbone of Africa's economies. Yet financing is still scarce. From AGF's perspective, what are the biggest factors, real or perceived, that continue to discourage investors from engaging more actively in this specific segment? Thank you. Yeah, so what I really like about what was said before is that we have capital. We have capital in the continent. Capital is not just flowing. So there are many factors. I can group them, let's say, maybe in two groups, in two categories. The first factor will be risk, and the second one will be cost. It is risky, it is costly. So, and the whole idea is how do we manage better the risk and the cost. So on the risk part, it's very risky in a sense that when you look at the credit risk, is one of a big challenge in the continent. Let's talk, for example, about the lack of information. Most investors, before they take the decision, they need to have an idea of the type of risk that they are taking. How many countries in Africa have a well-functioning credit bureau? Less than 10. So access to data is really a challenge. And then we have access to collateral. When you look about the rules to have access to asset is also a big challenge in Africa. The liquidity risk, exit is really a problem for investors because when they take this type of exposure, there is no secondary market, in case they want to transfer that exposure to someone else. And then now we have the external factor, like the political risk, political stability is very important, inflation, economic stability. So this is on the risk part. But you have also the cost. And the cost is becoming more and more important. When we talk about the SMEs, the first cost is on the transaction cost. Because there we are talking about small ticket size, and the smaller the ticket size, the higher the relative transaction cost. It's something that we need to address. But there is another cost that we are seeing more and more in the industry, is the regulatory cost. Because nowadays, most of the financial institutions, they have to comply with certain regulation, and those regulations tend to be aligned to Basel II, Basel III, and also on the accounting end, with IFRS 9. Meaning, to be able to comply with such regulations, such accounting rule, they have to take a huge capital, a huge loan reserve in terms of capital, and that capital is also very costly, to financial institutions. So and then the last one is the fragmentation cost. Africa is very fragmented. I think it will be good one day to have a clear idea of what is the overall cost to the continent because of all this fragmentation. We have many currency, more than 40 currency. So when you take the regulatory cost, that is coming from all the regulatory regime across Africa that are fragmented. You take the transaction cost, you take the fragmentation cost. It's very costly for investors. Thank you. Thank you. Very risky, very costly, and that is where our focus needs to be. And thank you very much. Mr. Awori, as a Pan-African bank operating across diverse markets, what do you see as the main bottlenecks that prevent banks from channeling more domestic savings into long-term productive investments? Yeah, thank you, and good morning, everybody. I think coming in after the esteemed panel, they've really pretty much covered a lot of them. So I'll just speak on two or three.
I think the first one is around perception and perception of risk across Africa. Excellency talked about the fact that African capital doesn't need a visa to go outside, and I found that very apt, because our own Africans who are wealthy keep a lot of their wealth outside because of the perceived safety, stability, and relative yields. If we are able to get more of that capital and build the belief that they can get sustainable, stable, performing yields on the continent, then more of that money will stay here. And we won't have that demand to take it, to invest it outside. The perception of risk by others investing in Africa is another big one, and we've talked about the rating agencies and the models that they use. Are they appropriate for what the projects are here? And we've got many performing projects, as Ethiopia said. So if we can improve that perception of risk, and that's also about getting more data and being more open with what we're doing, I think we will find we will do better. The other point that I would raise is really about something I've spoken about before, the level of capital in financial institutions on the continent. The total level of capital for the top 100 banks in 2025 in Africa is 126 billion. To put it into context, Citigroup alone has 175 billion. If you go to the Chinese banks, you're talking 300, 400, 500 billion. So when you look at that, why is that important? Excuse me. Why is that important? The amount that banks can lend is predicated on the amount of capital they have based on the regulations that we have. So we need more of the pension funds, the sovereign funds, investing in the capital of banks for us to then on-lend that into SMEs and into the productive sector. We should not just be investing in sovereign paper. So that's something we need to look at. And in the process of doing that, one of the other issues is access to FX, foreign exchange. Many of these projects require foreign exchange. So you've got this conflict between governments requiring foreign exchange to honor their debt payments as opposed to investing in projects that would actually improve economic growth. So what do we need to do to generate more exports, to generate more FX that we can then be used to progress these? The last one is more around long-term funding. Most of our funding in the African continent is shorter term, shorter duration. And again, it was mentioned about the depth of both bond and equity markets. It's very difficult for banks to do projects that are longer than 5, 7, maybe even 10 years. But many of these infrastructure projects need 15, 20, 30 years. Most of our countries are not in the business of issuing bonds that are 15, 20, 30 years in nature. So we've already got a mismatch between how those projects get financed. And I think we need to build out our capital markets. So some of those are the challenges that we face. Thank you very much. I'm keeping an eye on the time. Time has flown by. I really want to give you all a final round to quickly probably leave us with one key message. If you would think about one key action Africa must take to make its capital truly work for its sustainable future, what would that be? Let's do a final quick round and have you all share with us the key message you would like to leave the audience with on this topic. Minister Nadia Fattah. I think first having this, I would say, straightforward conversation is very important. I agree. I never saw myself as a plumber, okay? But at least I would say that the regulators are really working together. The financial sector is working together. They probably can do more, but the real economy in Africa is not working together enough. And I think that we need to continue our great cooperation, and we do it daily. But at the end of the day, every market is narrow, and we need to have these African champions. I agree that SMEs also need to be supported, and we do a lot in Morocco for financial inclusion, guarantee, etc. But I think we need that the real economy work together, and this is
one of our roles. Another thing is the narrative and the trust. Each one of us in our countries, we have success stories. These success stories need to be shared, at least to change the narrative. Mobilizing domestic resources, we are told the story daily. Morocco have done it successfully, really successfully. We increased by 75% in like 5 years. It is possible in Morocco. We're happy to share, and it is an asset for the whole continent whenever we have a success story. All our successes are to share, and we need to work better, harder, and faster together. Thank you very much, Minister. Together, harder and faster, absolutely. Mr. Tafara, what would be your key insight for us today? So I want to pick up on a point that was made by Managing Director Mokhtar Diop, in that we're talking about financing, but to my mind, the most important form of financing we need to undertake on the continent is equity financing. I'm fond of saying that with debt, you run companies. With equity, you build companies. And what we need to do is build companies that actually solve development problems and address development challenges. And as Her Excellency has said, taking them from being local champions to national champions to continental champions, and why not global champions. We have some experience in doing that, and I think that's something we need to really focus our attention on going forward. Thank you very much. Mr. Aig-Imoukhuede, I want to touch on, though, the collaboration that between Coronation Group, Access Holdings, Safaricom, and M-Pesa, because I think this is an important topic and also a piece of news. In this new era of intra-African financial integration, building on that momentum, could you share with us briefly, where do you see fintech driving most tangible progress? Whether in remittances, SME financing, or digital savings, to really translate this inclusion into long-term wealth, because this was one of the key topics of this panel. So would love to hear your thoughts on it. Thank you. And I like the feeling and the vibe I get of the plumbers kind of focusing now on themselves and kind of taking responsibility and accountability for the things we need to fix. But again, let me just go back to Japan. I like case studies. I can also go to a few other countries in Southeast Asia. And for 1 minute, think of Japan as a continent, okay? So in a similar set of circumstances, you find your community, you find your nation, you find your region, okay, looking for growth, looking for reconstruction, looking to take its place in the global community, and we have the plumbers switched on. So what do we need to do? We've done very well as a continent as far as banking is concerned. Out of our 1.3 billion odd Africans, we have about 700 million financial accounts of one sort or the other. You can say savings and payments kind of accounts, and the fintechs have done a great job in that. But when you think about the accounts that are applied into investments, we don't have more than 20 million on the continent. And that is where the true domestic investment mobilization gap is. And what is going to fix it is, yes, the right policy context that is going to get hundreds of millions of Africans investing, not just saving, okay? And how are you going to mobilize that at scale? Fantastic. The fintech distribution capacity in Africa has probably wowed the world. And therefore, I'm not looking necessarily at investment accounts being distributed in agents on the ground going around opening investment accounts the way it was done in Japan, in the 50s, okay, in the 1950s. I'm looking at the fintechs being investment powerhouses, as well as cooperation between the fintechs and the banks, because what you have is already we have 640, 700 million accounts of some sort of the other in banks. Partnership with the fintechs, partnership with the mobile payment companies, and let us mobilize the opening of hundreds of millions of investment accounts. These accounts will have, of course, the right policy context,
by ministers and the central banks that give the tax breaks and incentives that if you invest in certain types of accounts that allow for channeling into equities and things like that, okay, right? You get tax breaks and that kind of thing. That is the revolution we're looking for. I think that over the next 30 years, if we focus on the investment side of the financial services sector, we will see a dramatic change in the African landscape. Thank you. Thank you. Thank you very much. Jules, over to you. I want to talk about the guarantee mechanisms that remain really key to de-risking investments. So what innovative approaches is AGF implementing or planning to unlock larger volumes of capital for green value chains and climate-smart SMEs across the continent? Yes, thank you. Yes, so when it comes to the green value chain, I think Africa is still lagging behind. When you take the volume of green bond that was issued in 2014, worldwide it was 14 billion. And in 2022, we went from 14 billion to 600 billion, so 40 times more in 2022. And the analysts, they are predicting that by 2050, we should be at maybe 100 trillion of green bonds. What portion of that is issued in Africa? Less than 1%. So we have learned that less than 1% green bond issuance in the continent. So the approach that we took, first of all, is our kind of traditional product, on de-risking investors, through like the credit enhancement, because we are rated an investment grade, so we use that to give more comfort to investors. But what we've been trying really to work on is how we can reduce fragmentation, because the biggest challenge, we want to scale. The biggest challenge we are facing when scaling is that the continent is very fragmented. How many currencies do we have? How many regulatory kind of regime? How many fiscal regime? We have all these barriers, and what we need is to have innovative solution to reduce the fragmentation. Because we want to raise capital, but can a company in Nigeria raise capital in Kenya? Or can a company in Kenya have customer in Zimbabwe? This is what we want. What is the solution to reduce all this fragmentation? Thank you. Thank you very much for sharing your perspective. Over to you now, Mr. Awori. So digitalization is transforming Africa's financial landscape. How is EcoBank leveraging technology, regional integration and partnerships to expand access to finance and convert inclusion into real investment and entrepreneurship opportunities in Africa? I'll talk about maybe 3 areas in which we're doing, and the first is partnership, and I'm very proud to be on stage with the panelists here. With the right partnerships, we can drive impact. So if we talk about risk sharing, we've done risk sharing with IFC, we've done risk sharing with AGF, to be able to take financing to SMEs, into agriculture, into women and entrepreneurs that we wouldn't have been able to do on our own. And there are many other forms of partnership with government that we can work on. So for example, we financed a deal for the government of Uganda for 230 million euros with DBSA of South Africa and RMB Bank, which again was for financing infrastructure and budget support. So by working together, we can achieve goals that we can't do on our own. Now, when it comes to digital, it was mentioned, data is the new resource for us to unlock value in the future. And that data, what do I mean? Data is the new security, because we don't have formal collateral in most of the economy. So by gathering that data, storing it, analyzing it in ways that allow us to make better credit decisions, we can extend more credit. So EcoBank is investing in data analytics, in AI technology. You'll have seen our partnership with Google, with the intention of building out this so that we can make faster credit decisions, take them closer to the markets, to be able to extend credit into the private sector, whether it's for SMEs or whether it's for individuals to live out their lifestyles. So we're using our digital platforms to maximize that, and we have a central IT gateway hub where we process everything, and that allows us also to support business because we can do real-time payments across 34 markets.
in local currency from your mobile phone or from your device. That allows me to pay for services in Kenya, in Zambia, or Zambia to Ghana. And again, working with SMEs, we want to help them grow to become bigger, to move across borders. And we need proper ability to make those payments for trade. So our investment in technology is to allow this to become much more efficient. And one of the most important things that I'm very passionate about is how do we leverage the scale of 34 countries across the continent to the benefit of the smallest. So whether you have a Sao Tome or a Cape Verde, they get the benefit of the scale of a Nigeria or a Ghana or a DRC in terms of the cost per transaction. So we look at the single data centers as a means of consolidating, having better controls, managing risk better than having 34 data centers, which are expensive to run in terms of that. So technology allows us to leapfrog completely, and we can go to the best in the world to deliver the best services for our customers, to enable them to do business and to generate economic growth. Thank you very much. Leapfrogging indeed. Well, I want to thank all the plumbers on stage and all of the plumbers in the room for following this conversation. Let's keep focusing on our plumbing. Let's please give them a round of applause. And you may now take your seats in the audience. We will keep unpacking these topics in the panel discussions all around the day today. Thank you again for your attention. And Anne-Marie, over to you. Thank you very much, Manal. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir rester assis, s'il vous plaît. La suite des programmes, c'est dans quelques instants. Ladies and gentlemen, we are not over yet with our program. May I kindly ask you to stay seated, please? We will proceed to our next discussion. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir rester attentifs. Le programme va continuer dans quelques instants, s'il vous plaît. Thank you. Thank you very much to all of you for this engaging discussion and dynamic. We are seeing here the power of what we can achieve when we come together and share beautiful ideas. Ladies and gentlemen, may I ask you for your kind attention now. We are proceeding, mesdames et messieurs. Place maintenant, après ces échanges très inspirants, à un zoom sur les grandes tendances, les défis, mais aussi les opportunités qui façonnent aujourd'hui le secteur financier africain. Alors, j'appelle à présent, avec grand plaisir, Monsieur Ziad Badou, directeur Deloitte Maroc, ainsi que Monsieur Frédéric Maury, directeur général délégué Event de Jeune Afrique Media Group. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Merci. Merci à tous. Merci pour votre patience. Encore quelques minutes et merci pour ce panel passionnant. On va vous présenter les conclusions du dernier baromètre de l'industrie financière africaine, le 5e du genre, réalisé avec Deloitte et AFIS auprès des leaders de l'industrie financière, les grandes banques, les grandes sociétés d'assurance, les grands marchés de capitaux, tous les financiers qui comptent sur le continent. Et vous allez voir les quelques conclusions qu'on en a tirées. Je rappelle que ce sondage a été fait entre le mois de mai et le mois de septembre, avant les crises que malheureusement connaissent certains pays ces dernières semaines et qui affectent peut-être la confiance de l'industrie financière. Ziad, tu peux commencer. Merci Frédéric. Donc sur le sujet de la confiance, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la majorité des dirigeants que nous avons sondés affichent une confiance renouvelée, avec plus de 80% de retours positifs par rapport à la confiance, et seulement 4% des dirigeants qui affichent une confiance négative. Donc cette confiance est basée sur 3 principaux piliers. Le premier pilier, c'est l'augmentation des revenus. Donc il y a 80% des dirigeants que nous avons sondés qui constatent une hausse de leurs revenus, que ce soit les banques, les assurances ou les fintechs.
Le deuxième pilier de cette confiance, c'est principalement la concentration sur les marchés locaux. Cette concentration sur les marchés locaux va traduire à la fois une confiance pour les acteurs locaux et les acteurs panafricains, même si l'on constate effectivement une baisse au niveau des acteurs plutôt internationaux. Le troisième pilier de cette confiance renouvelée, c'est la stabilisation de l'inflation, donc avec une meilleure visibilité pour l'ensemble des dirigeants que nous avons sondés. Et pour nuancer peut-être ces propos et nuancer peut-être cette confiance, il faut peut-être préciser qu'il y a quand même des défis et des enjeux. Et les deux principaux, c'est principalement la volatilité des marchés des capitaux qui reste très très liée au flux des investissements étrangers. Et le deuxième enjeu finalement, c'est la réglementation qui reste perfectible malgré les politiques monétaires qui sont mises en place pour favoriser la convergence. Merci beaucoup Ziad. Donc on le voit, une industrie financière qui a de manière assez nette confiance ces derniers temps. Et ce dont on assiste, c'est vraiment un retour aux fondamentaux. Quand on regarde un peu les points stratégiques, les principaux piliers de nos sondés, on voit un recentrage sur les fondamentaux, on voit un recentrage notamment sur la performance financière. C'est aujourd'hui le principal sujet pour nos financiers. La performance financière et évidemment l'efficience opérationnelle. Les investissements sont de plus en plus massifs dans la cybersécurité, dans la data en général, mais aussi toute la pression qui existe sur le recrutement des talents, sur le coût du refinancement qui a tendance à grandir. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt très fort et une priorité donnée à l'industrie financière sur l'efficience opérationnelle. Le deuxième fondamental très important de l'industrie aujourd'hui, c'est l'expérience client. On voit 85% des sondés de l'industrie financière placent désormais l'expérience client au cœur de la stratégie. Donc selon les secteurs, c'est assez varié. Dans le domaine de l'assurance, il s'agit avant tout de conquérir un marché qui est largement sous-exploité. Chez les banques, c'est un peu différent. Il s'agit, on a un contexte concurrentiel qui est beaucoup plus fort. Et tout ce qui est expérience client est vu avant tout comme un levier de croissance stratégique, un levier concurrentiel. Et dans le cas des marchés de capitaux, là, on est plus dans la confiance des investisseurs et le développement des nouveaux produits. Le troisième pilier très important, c'est la gestion des risques. On en parlait aussi avec l'efficience opérationnelle, l'importance de la gestion des risques dans l'approche aujourd'hui de nos financiers. Et enfin, le dernier point est intéressant, il y a une évolution, c'est la gestion des talents. C'était, depuis qu'on fait ce baromètre, c'est maintenant la 5e édition avec Deloitte, régulièrement la gestion, la pression sur les talents était toujours très haut. Cette année, c'est toujours haut, mais ça recule. On sent que finalement, l'industrie financière a beaucoup investi dans les talents ces dernières années. Et donc, il y a finalement tous ces investissements qui servent. Et donc, nos financiers sont un peu moins stressés sur le recrutement des talents. Et puis, il y a évidemment aussi l'arrivée de la transformation digitale, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui évidemment allège aussi le poids sur tout ce qui est recrutement et gestion des talents. Tout à fait, Frédéric. Donc, la transformation digitale, c'est un levier de compétitivité et de différenciation qui est partagé par l'ensemble des dirigeants que nous avons sondés. Donc, avec une équation économique aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe, avec des coûts qui sont en constante évolution et qui augmentent chaque année, on constate que l'un des principaux sujets de préoccupation des dirigeants, c'est la cybersécurité aujourd'hui, dans laquelle on constate des investissements majeurs aujourd'hui sur l'ensemble du continent. Et aussi, on constate aussi un essor de l'intelligence artificielle qui est assez important, avec des cas d'usage, ou en tout cas une priorisation des cas d'usage qui est différente en fonction des secteurs d'activité. Typiquement, pour le volet bancaire, les banques vont plutôt prioriser des cas d'usage d'intelligence artificielle plutôt focalisés sur la gestion des risques, que ce soit la gestion des risques opérationnels, de crédit ou de risques de marché, tandis que les assurances vont plutôt être focalisées ou vont prioriser des cas d'usage qui favorisent la conquête client, le développement commercial, pour justement toucher une clientèle nouvelle et surtout développer des offres plutôt sur mesure pour ces clients-là. Enfin, on a les fintech qui vont prioriser des cas d'usage plutôt focalisés sur l'automatisation des services, des opérations et bien sûr la détection de la fraude pour pouvoir sécuriser les opérations de leurs clients.
Donc face à cet essor de l'intelligence artificielle, on constate quand même qu'il y a plusieurs freins qui ne permettent pas aujourd'hui de déployer finalement ces cas d'usage de façon beaucoup plus large. L'un des principaux freins, c'est vraiment l'usage du cloud aujourd'hui, qui reste assez limité et qui va limiter finalement le champ d'action et les cas d'usage possibles dans ce sens-là. Le deuxième sujet, c'est un sujet de data, donc avec voilà, une classification, une utilisation, une collecte de la data qui doit être un peu plus efficiente aujourd'hui pour pouvoir élargir le champ du possible. Et enfin, le troisième sujet, c'est un sujet réglementaire qui est amené et qui doit être amené à évoluer dans les prochaines années pour justement favoriser l'expansion et la croissance de cas d'usage dans le secteur financier. Merci beaucoup Zia. Donc le digital, c'est le grand sujet évidemment de l'industrie financière et on le retrouve dans ce sondage sur tout ce qui est réglementaire. Vous voyez les 4 priorités de l'industrie financière en termes de réglementation et de régulation. Tout ce qui est cadre de réglementation de l'innovation et des fintech, on sait que c'est un sujet d'actualité un peu partout en Afrique, d'encadrer tout ce qui est innovation et fintech, la prévention des flux illicites, l'identité numérique, et évidemment la cybersécurité dont Ziad parlait, qui est aujourd'hui l'objet d'investissements massifs de l'industrie financière et qui est un sujet sur lequel la profession appelle à davantage de réglementation, en tout cas de cadre juridique. Ça, c'est les priorités immédiates. Et après, il y a des défis structurants. Les défis structurants, c'est des choses à plus long terme qui sont vraiment importantes pour l'industrie financière en termes d'évolution réglementaire et législative. Il y a évidemment l'interopérabilité. On sait qu'il y a des centaines de millions de comptes de mobile money à travers l'Afrique et qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui d'interopérabilité. Il y a des initiatives et il y a une impatience assez nette de l'industrie financière sur ce sujet pour que ça aille beaucoup plus vite. On sait que c'est un game changer pour la finance africaine. Il y a dans la même idée le déploiement de tout ce qui est infrastructure numérique en Afrique. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures numériques en cours et c'est ça aussi qui va permettre d'accélérer encore plus la financiarisation du continent. Et enfin, l'harmonisation des régimes de change. L'Afrique reste encore très dépendante des devises étrangères. Il y a tout un travail à faire sur l'harmonisation des régimes de change pour favoriser les échanges monétaires dans le cadre notamment de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça, c'est sur les priorités réglementaires. Et puis le dernier point qu'on voulait aborder, parce qu'il est important évidemment, c'est tout ce qui est engagement extra-financier. Ziad, je te repasse la parole. Tout à fait Frédéric. Donc, sur les engagements extra-financiers, donc, on a les 3 piliers sur la parité du genre, le volet ESG et l'inclusion financière. Donc aujourd'hui, sur la parité du genre, ce qu'on constate sur le continent, c'est que les politiques sont largement en progrès, notamment sur la parité. En revanche, ce qu'on va constater, c'est que les offres dédiées exclusivement aux femmes ont plus de mal à être mises en place, notamment à cause de leur complexité et de la complexité finalement de leur conception et de leur mise en œuvre. Sur le volet ESG, on constate aussi que aujourd'hui, c'est peut-être moins une priorité pour les dirigeants. En revanche, sur le terrain, ce qu'on va constater, c'est que les initiatives ESG sont bel et bien présentes. Et ça, c'est notamment pour répondre aux attentes des acteurs et des partenaires internationaux, finalement, qui évoluent avec nos institutions financières en Afrique. Le troisième sujet, le sujet de l'inclusion financière, c'est un sujet inégalement partagé entre les banques, les assurances et les fintechs parce qu'elles ont forcément des enjeux qui sont forcément différents à ce niveau-là. Donc les banques vont plutôt favoriser des investissements plutôt ciblés, notamment sur le format des agences, sur des offres simplifiées pour pouvoir toucher le maximum de populations qui n'ont pas forcément accès aujourd'hui aux services bancaires. Le volet, la partie assurance va plutôt être focalisée sur un secteur qui est en plein essor aujourd'hui, qui est la micro-assurance, donc avec beaucoup d'investissements dans ce secteur-là pour le développer, pour inclure un maximum de population. Et enfin, on a les fintechs qui, pour elles, du coup, c'est vraiment le cœur de leur business, donc forcément des investissements assez massifs de ce côté-là pour pouvoir répondre à leurs enjeux et aux enjeux des populations.
Merci beaucoup Ziad, merci à tous pour votre attention. Le baromètre de l'industrie financière, donc le 5e du genre, c'était juste un aperçu. On le publiera au mois de janvier avec Deloitte et AFIS. Les maîtres mots, c'est vraiment l'agilité, le cap sur la transformation, la confiance retrouvée, en espérant évidemment que les dernières actualités politiques du continent n'affectent pas trop la confiance de l'industrie financière. Et le maître mot, évidemment, c'est le retour aux fondamentaux, qui restera donc le maître mot de cette présentation et de notre étude. Merci beaucoup et je vais dire à Anne-Marie de venir nous rejoindre pour le mot de conclusion. Merci beaucoup, merci Ziad. Merci beaucoup Frédéric, merci Ziad. Applaudissements une fois de plus pour cette belle présentation très claire et précieuse. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre cérémonie d'ouverture. Mais bien sûr, ce n'est qu'une mise en bouche. Aujourd'hui et demain, nous allons parler entre autres d'innovation technologique, de régulation, de durabilité et d'intégration continentale. Et pour ne rien manquer de cette expérience, n'oubliez pas bien sûr de télécharger et de consulter notre application. Voici le code QR juste derrière moi, d'utiliser également notre hashtag pour laisser vos remarques en ligne sur les réseaux sociaux. À tous et à toutes, je veux vous dire let's keep the spirit going, gardons ce momentum, cet esprit de collaboration, audace dans nos idées, force des partenariats et bien sûr grandeur de l'Afrique. Pslama, j'espère que j'ai bien prononcé. J'aimerais inviter également nos invités sur cette scène pour prendre une petite photo de groupe. Peut-être pas, on prendra une photo tout à l'heure. N'oubliez pas les selfies et surtout de les poster en ligne. Bislama, encore une fois, excellente journée, excellente suite des programmes et à bientôt.